Boa noite. Ele é um importante estudioso da vida digital e das mudanças que as novas tecnologias provocam nas relações humanas. Teórico da cybercultura, da realidade virtual e da inteligência coletiva, alerta que o crescimento da internet pode e deve ser encarado de uma perspectiva mais humanista. O Roda Viva entrevista esta noite o filósofo Pierre Levy, professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Quebec, no Canadá. Os estudos de Pierre Levy têm ampliado o debate sobre as transformações que estamos vivendo a partir de um mundo sem fronteiras, onde tudo se conecta a tudo através da internet. Em seus livros, vários deles já publicados aqui no Brasil, ele analisa o que isso significa, o que é ser virtual, o que é inteligência coletiva e que mundo é esse onde as pessoas trocam informação, conhecimento e por onde correm cada vez mais rapidamente, sempre atrás do dinheiro, é claro. Pierre Levy considera que um dos futuros possíveis da internet é se transformar numa espécie de super televisão, voltada para o consumo e para o espetáculo. Mas diz também que se a gente avaliar a tempo a importância do que está em jogo, a rede mundial de computadores pode se renovar as relações sociais, proporcionando mais fraternidade e ajudando a resolver os problemas que hoje preocupam a humanidade. Para entrevistar o filósofo Pierre Levy, nós convidamos o sociólogo Teixeira Coelho, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, colaborador do Mais, do Caderno 2, da revista Bravo, da Interpoesia e da revista da USP. Convidamos ainda o filósofo Rogério da Costa, professor de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC. Carmen Maia, diretor de Ensino Interativo à Distância da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. A educadora Nise Pelanda, professora da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Marcelo Tais, apresentador do programa Vitrine aqui da TV Cultura. O comunicador Max Alvim, diretor da produtora Frami de São Paulo. E o jornalista Florestan Fernandes, comentarista do programa Observatório da Imprensa da TVE do Rio de Janeiro. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E como este programa está sendo gravado, você infelizmente não vai poder participar ao vivo. Ao mesmo tempo, tem a vantagem de ter todas as respostas de Pierre Levy já legendadas para que a gente tenha absoluta compreensão do que ele vai nos dizer. Boa noite, Pierre Levy. Bonsoir. Os livros que você escreve traduzem aí ou investigam uma área muito complicada do conhecimento, que é essa área da revolução causada pelo chamado mundo digital. E eu tenho certeza que esse vai ser o tema central do nosso programa hoje em dia. Mas eu vindo para cá, para fazer o programa, do aeroporto até aqui, atravessei, como todos os paulistanos fazem, algumas áreas de moradias, de favelas enormes, aonde me parece que essas questões do mundo digital continuam distantes, continuam completamente à margem, populações que muitas vezes estão, inclusive, à margem da própria alfabetização. Então, eu queria começar colocando essa questão do limite desse mundo digital, porque ao mergulhar nos seus textos, que são escritos de maneira muito clara, dá a impressão de que a gente já está vivendo esse mundo em que não há mais fronteiras, em que todo mundo se conecta com todo mundo, em que o conhecimento passa a ser baseado no hipertexto. E aí a gente bate o olho numa favela e percebe que há essa questão da enorme desigualdade do mundo. Eu queria saber se você acha que um dia essa desigualdade acaba e que todo esse mundo, inclusive as favelas, só para citar um exemplo, fará parte desse mundo digital. Oui. D'abord, vous avez parfaitement raison de souligner les inégalités par rapport à les inégalités sociales, les inégalités économiques et aussi les inégalités par rapport à la connaissance. Et généralement, toutes ces sortes d'inégalités vont ensemble. Alors, moi, je suis persuadé que dans le futur, il n'y aura peut-être pas moins d'inégalités, mais il y aura peut-être moins de misère, moins de pauvreté, et progressivement, les gens vont participer de plus en plus à l'intelligence collective de l'humanité. Mais c'est évidemment une perspective à long terme. Il faut se souvenir qu'au Brésil, l'esclavage n'a été aboli qu'il y a un siècle et que il y a 2 siècles, peut-être, c'était impensable d'imaginer qu'il y aurait le suffrage universel, disons. Ou peut-être qu'il y a 3 siècles, on ne pouvait pas imaginer
que la majorité des gens, la majorité quand même, saurait lire et écrire. Or, aujourd'hui, la majorité des gens, et même la majorité des Brésiliens, plus de 50%, sait lire et écrire. L'esclavage a été aboli, n'est-ce pas? Il y a le suffrage universel. Donc, il y a des progrès. Mais ce sont des progrès extrêmement lents. Donc, je pense que l'arrivée de l'Internet et des nouvelles méthodes, des nouveaux médias de communication, qui sont aussi de nouvelles façons de penser ensemble, de nouvelles manières d'accéder à la connaissance, vont accélérer le processus général d'émancipation. Mais il ne faut pas imaginer que les choses vont se passer de façon magique et immédiate. Ce sera quelque chose de forcément lent et qui demandera beaucoup d'efforts. Mais je pense que Internet pourra aider à cette sortie de la misère. Même des gens qui ne peuvent pas se payer un ordinateur à la maison ou une connexion à Internet pourront accéder au cyberespace par un ordinateur, disons, qui serait aménagé par un organisme communautaire ou dans un quartier, qui pourrait être utilisé par beaucoup de gens, et on pourrait s'en servir pour le courrier électronique, pour chercher des renseignements sur le web, etc. Donc, je crois que même des gens qui ne seront pas capables de posséder eux-mêmes un ordinateur pourront quand même accéder. Et au fur et à mesure, les choses iront de mieux en mieux. Je crois qu'il faut imaginer un futur meilleur, il faut imaginer les meilleurs usages possibles de ces nouvelles technologies pour que ces usages se réalisent. Si on se concentre uniquement sur les difficultés, les obstacles, les inégalités, la dénonciation de tout ça, eh bien malheureusement, je crois qu'on n'aura pas préparé nos esprits à utiliser tous ces instruments de la meilleure façon possible. Eu tenho uma questão correlata, eu sei que tem colegas aqui querendo perguntar, mas eu queria abusar do meu poder aqui inicial para colocar essa questão. Meu filho, que tem 14 anos, passa de 12 a 14 horas por dia na internet, como os garotos todos da idade dele e da condição social dele no Brasil. E ele, embora a professora de português dele o considere com certa razão mal alfabetizado em português, né, porque ele comete enormes erros de gramática, né, de ortografia, como também muitas crianças dessa idade, por defeitos até da nossa educação, ele tecla com uma rapidez muito grande e tem uma enorme capacidade de se comunicar nessa língua que a internet desenvolve e que envolve sinais gráficos para expressar sentimentos, palavras escritas em uma língua que eu não sei exatamente qual é e nem entendo, né? Expressões em inglês, etc. O que eu queria perguntar é isso. Essa massa de gente excluída, que hoje não tem acesso à internet e que também não tem acesso à cultura tradicional, se tivesse que entrar na cultura tradicional, ser alfabetizada e educada no processo normal, talvez não completasse a sua educação ao longo da vida. É possível imaginar que eles se alfabetizem mais rapidamente e, digamos, adquiram essa cultura da internet mais rapidamente, essa que o meu filho domina, digamos assim? Bon, je dirais que pour moi, la base de tout, c'est l'alphabétisation, c'est-à-dire savoir lire et écrire. Si on ne sait pas lire et écrire, non seulement on ne pourra pas lire et écrire sur du papier, mais on ne peut pas lire et écrire non plus sur un écran. Donc, en fait, quand on parle de l'alphabétisation aux nouvelles technologies, pour moi, je considère que c'est un peu de la fumisterie, parce que n'importe quel enfant placé devant un ordinateur, au bout d'une semaine, sait parfaitement se débrouiller et peut même expliquer aux adultes comment faire. Le vrai problème, c'est l'alphabétisation. Et dans l'avenir, on lira et on écrira de plus en plus dans ce vaste réseau de communication qu'est l'Internet ou ce qui va lui succéder dans l'avenir, n'est-ce pas? Donc, une fois que les gens savent lire et écrire, ensuite, de plus en plus, ils vont trouver des gens qui vont les aiguiller, qui vont leur permettre d'apprendre, et ils vont probablement de plus en plus être engagés dans des processus d'apprentissage collectif ou d'apprentissage coopératif.
dans lequel la socialisation et l'apprentissage seront très difficilement séparables, comme c'est le cas pour votre fils d'ailleurs, parce que probablement une des raisons pour lesquelles il est connecté 14 heures par jour, c'est qu'il a beaucoup d'amis là. Hein? Et alors donc, pour moi, encore une fois, et on ne le répétera jamais assez, la base essentielle, c'est l'alphabétisation. Quand vous savez lire et écrire, toutes les portes sont ouvertes, n'est-ce pas? Et notamment par l'Internet. Et je crois que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, l'école sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et certainement, ce sera une école virtuelle, en réseau, avec apprentissage coopératif. Mais personne ne pourra y participer s'il ne sait pas lire et écrire. Voilà. Florestan? Eu queria saber do Pierre o seguinte, se ele acha que o avanço tecnológico coloca também as ditaduras numa situação praticamente inviável. Por exemplo, os países onde hoje nós temos ditadura, como Cuba e no Irã, o avanço tecnológico é muito pequeno. Você acha que o avanço tecnológico força também a manutenção da democracia? Ce n'est pas exactement le progrès technologique en général, mais je crois qu'il y a une corrélation très très forte entre l'avancée des techniques de communication en particulier et la démocratie. Et ça, c'est une relation qui est très ancienne dans l'histoire. Vous savez, je crois qu'on n'aurait pas pu inventer la citoyenneté et la démocratie dans la Grèce ancienne si on n'avait pas eu l'alphabet, c'est-à-dire une technique d'écriture qui permet à tout le monde d'apprendre à lire et écrire facilement. Et à partir du moment où ce n'est plus le privilège des scribes, tout le monde a la capacité de lire la loi avec l'alphabet. Et donc, dans une civilisation où il n'y a pas l'alphabet, on n'aurait pas pu avoir inventé la démocratie. Si vous regardez d'autre part les transformations politiques qui ont suivi la découverte de l'imprimerie en Europe à la Renaissance, eh bien, vous comprenez bien que sans imprimerie, vous n'avez pas la presse. Si vous n'avez pas la presse, vous n'avez pas d'opinion publique. Et si vous n'avez pas d'opinion publique, vous ne pouvez pas avoir les grandes démocraties modernes comme celles qui sont apparues à cette époque-là, donc en Angleterre, en France, la Révolution française, en Amérique, la Révolution américaine, etc. La notion de droit de l'homme en général, la notion moderne de droit de l'homme est liée à la presse et à l'opinion publique et à la possibilité aussi de savoir ce qui se passe dans le monde facilement par la presse. D'autre part, on peut dire que la chute des régimes totalitaires qui s'est passée à la fin des années 80, au début des années 90, est très liée à la télévision par satellite, au développement du réseau téléphonique, à la communication par fax, au début de l'informatique personnelle. Quand il y a beaucoup de communication transversale dans une société, quand les informations circulent facilement, quand on sait ce qui se passe ailleurs, eh bien, l'esprit ne peut plus être contrôlé par une dictature totalitaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous les régimes dictatoriaux aujourd'hui sur la planète essayent désespérément de contrôler l'Internet parce qu'ils voient là pour eux une menace. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que quand les gens peuvent se communiquer entre eux facilement, indépendamment de structures hiérarchiques et autoritaires, quand ils peuvent signaler dans le reste du monde ce qui se passe chez eux, quand ils peuvent savoir ce qu'il passe ailleurs, eh bien, les régimes dictatoriaux ne peuvent plus tenir très longtemps. C'est une des raisons pour laquelle moi je suis un grand enthousiaste de ces techniques de communication, non pas à cause de la prouesse technique en elle-même, mais parce que je crois qu'il y a une relation profonde entre le progrès des modes de communication et le progrès de la démocratie, le progrès de l'émancipation de l'être humain. Pierre, você foi, eu recordo que você foi mesmo convidado por uma comissão europeia para fazer um relatório sobre democracia eletrônica. Você podia falar sobre isso para a gente? Oui. Oui, souvent les gens imaginent la démocratie électronique comme un système de vote par Internet. Bon. Et pour moi, ce n'est pas du tout ça, la démocratie électronique. S'il y a un progrès de la démocratie grâce à l'Internet, c'est non pas parce que les gens vont répondre immédiatement, comme en appuyant sur un bouton, à des questions posées par d'autres,
mais plutôt parce que les gens pourront beaucoup plus élaborer par eux-mêmes leurs propres problèmes. C'est plus, bon, vous savez, je suis un philosophe, donc pour moi, c'est plus les questions que l'on pose qui sont importantes que les réponses qu'on y donne, et que les gens puissent élaborer leurs propres questions, leurs propres problèmes, et les soumettre éventuellement aux autorités politiques. Ça me semble déjà la manière dont la démocratie va progresser. Une autre façon dont la démocratie va progresser, c'est, je crois, une augmentation de la transparence. Avec ces nouvelles techniques de communication, les gens peuvent très facilement avoir accès à des documents complexes, avoir accès à des informations qui auparavant n'étaient possédées que par des petits groupes de gens. Et dans ce sens-là, une des propositions que j'ai faites à la Commission européenne, c'est de leur dire pourquoi ne pas imaginer de faire une sorte de monde virtuel accessible par l'Internet, une simulation en 3 dimensions qui représenterait les flux d'argent public qui circulent par Bruxelles, par la Commission européenne. Alors on verrait combien d'argent est envoyé par l'Allemagne, combien d'argent est envoyé par la France, combien d'argent est envoyé par l'Italie, par l'Espagne, etc., avec la proportion, mais non pas sous forme de colonnes de chiffres, mais de manière visuelle en quelque sorte. Et ensuite, on verrait comment cet argent est employé, comment il est dépensé, combien va à la recherche, combien va à l'agriculture, etc. Et à l'intérieur de la recherche, par exemple, combien va à la recherche en éducation, à la recherche en biologie, à la recherche en chimie. Et donc, on aurait une espèce de visualisation comme un peu un système sanguin, et comme si l'argent c'était du sang, avec comment l'argent est pompé, d'où il vient et où il va. Et à chacun des embranchements, à chacun des nœuds de décision, on décide d'envoyer de l'argent ici ou là, les gens auraient accès aux documents qui justifient le choix d'attribuer l'argent à tel poste plutôt qu'à tel autre. Et il pourrait aussi y avoir une conférence électronique qui discute de ces choix. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de savoir où va leur argent et pourquoi il est dépensé de telle et telle manière. Ils ont besoin de transparence. Et ça se voit dans le monde entier quand on voit tous les scandales financiers qui éclatent, la justice qui poursuit les gens qui ont trempé, les politiciens qui ont trempé dans ces scandales financiers, etc. On vit à une époque où la société a de plus en plus envie de prendre en main elle-même ses propres affaires, et où on n'attend plus le salut des hommes politiques, on attend des hommes politiques qu'ils soient tout simplement honnêtes, qu'ils soient de bons gestionnaires et qu'ils rendent des comptes. Et je crois que une telle transparence financière qui est rendue possible aujourd'hui par le cyberespace serait de nature à rétablir la confiance entre la population et les hommes politiques. Et je crois que c'est aux hommes politiques de faire le premier pas et à dire oui, nous sommes transparents. Et je crois que le web rend possible ça. C'est fini le règne du secret, des décisions cachées, des lobbies qui manipulent les hommes politiques dans l'ombre. On veut tout savoir, on veut savoir pourquoi et comment les décisions sont prises. Et aujourd'hui, on peut, techniquement. Yes. No teu livro, Inteligência Coletiva, tu descreves a belíssima teoria da engenharia do laço social e trazes alguns exemplos bíblicos. Neste mundo marcado por uma exclusão brutal, e no caso brasileiro, nós temos como política governamental a desindustrialização e a não sustentabilidade que joga diariamente na marginalidade muitos brasileiros, é fundamental o papel do engenheiro do laço social. Nós temos exemplos comoventes no Brasil, como o Betinho, por exemplo, um sociólogo já falecido, e muitos outros que, no anonimato, tecem redes de solidariedade, lá onde a rede social hoje mais se esgarça. Como nós poderíamos estimular, como nós poderíamos fazer com que nós pudéssemos produzir no Brasil e no mundo cada vez mais engenheiros do laço social? Oui. Donc l'idée de l'ingénierie du lien social, au fond, c'est d'exploiter au maximum toutes les richesses humaines
qu'il y a dans les populations. Par exemple, des gens ont des savoir-faire, ils ont des compétences qui ne sont pas nécessairement utilisées par d'autres, qui ne sont pas nécessairement prises en compte dans le milieu où ils vivent. Et c'est pour ça que, avec un ami, nous avons imaginé, par exemple, un logiciel qui permet à tous les membres d'une collectivité de rendre visibles leurs compétences, leur savoir-faire, de telle sorte que la collectivité puisse faire appel à eux. Et si on peut, alors c'était le logiciel des arbres de connaissances, nous avons appelé ça les arbres de connaissances. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en train d'arriver par le moyen de l'Internet. Vous savez que les communautés virtuelles sont des groupes de discussion sur l'Internet dans lesquels les gens se posent des questions entre eux et essayent d'y répondre. Quelqu'un pose une question, tous les gens du groupe se disent « Tiens, qu'est-ce que cette histoire me dit ?» On va chercher dans l'Internet, on signale là où il y a l'information, d'autres personnes signalent d'autres informations, et comme ça, il y a une conversation qui s'échange entre les membres de cette communauté virtuelle, et cette conversation crée progressivement une mémoire collective. Mais vous voyez, c'est une mémoire qui vient de l'interaction entre les personnes. Et il y a aujourd'hui des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de communautés virtuelles sur l'Internet, sur les thèmes les plus variés. Et je pense que cette notion de communauté virtuelle est appelée à un très grand avenir. De plus en plus, la sociabilité, aujourd'hui, va passer par ces liens sociaux qui ne sont plus basés sur une appartenance territoriale, mais qui sont de plus en plus basés sur l'appartenance à des processus d'intelligence collective, des processus d'échange de connaissances, des processus d'imagination collective, n'est-ce pas? Et chacun pourra participer à ces communautés virtuelles en fonction de ses goûts, de ses passions, de ses intérêts. Et on peut même dire que les entreprises aujourd'hui qui s'organisent au moyen de réseaux de communication sont en train de devenir des communautés virtuelles. Les universités sont en train de devenir des communautés virtuelles. Et au fond, les groupes humains, dans l'avenir, je crois, vont s'organiser sur le mode de l'intelligence collective et de moins en moins sur un mode formel et hiérarchique, si vous voulez. Nous fabriquerons la société par l'apprentissage coopératif beaucoup plus que par des relations de pouvoir ou d'exploitation mutuelle. Et nous ferons cela parce que c'est ce mode d'organisation qui va nous donner le plus de puissance et le plus de bonheur. Teixeira. Pierre, eu queria retornar pouco ao tema da democracia, que foi levantado inicialmente pelo Florestan, e associá-lo com a questão da diversidade cultural, que, no meu modo de entender, faz parte também do processo democrático mais amplo. Você já fez uma advertência de início que toda esta progressão na construção de uma nova sociedade se fará aos poucos, não é uma coisa imediata e que nós temos que esperar. Por outro lado, é claro que todos estão um pouco ansiosos para saber o que o futuro reserva. Então, a gente sempre faz um pouco de profecia e, ao mesmo tempo, sempre tem um pouco o pé no chão para ver onde nós estamos. Eu queria propor para você, ouvir de você um comentário sobre um dos aspectos em que, aparentemente, nós temos o pé no chão. Quer dizer, não se trata de uma profecia, mas se trata de um dado concreto ligado com a questão de democracia e diversidade cultural. Se esperava muito que a internet fosse o lugar onde desabrochariam 1000 flores diferentes, como a cultura dos anos 60 esperava. Não sei se você se recorda que desabrochem 1000 culturas, que desabrochem 1000 Vietnãs, era a palavra de ordem do final dos anos 60. Aos poucos, no entanto, parece que o campo da internet é um campo quase como un mot d'ordre maoïste est tout à fait mensonger d'ailleurs. Sem dúvida. Parce que ceux qui disaient ça, en fait, étaient ceux qui écrasaient toute la diversité et qui envoyaient les intellectuels dans les camps de concentration. Exatamente. Então vamos à questão da diversidade. Aparentemente a internet hoje acaba se transformando numa espécie de arena romana, onde o vencedor, a grande companhia vencedora,
acaba arrebatando tudo e deixando pouca coisa para as alternativas para a diversidade. Eu tenho acesso a um estudo de um núcleo de pesquisa da companhia Xerox PARC, que mostra que 1% dos sites existentes hoje na rede detém 56% do tráfego online, o que significa que pouquíssima coisa sobra efetivamente para a diversidade, para a variação. Eu gostaria de ouvir, então, de você, qual é a sua expectativa em termos de uma real segurança no sentido de garantir a diversidade? Digo de passagem que esse dado que a Xerox me transmite me lembra muito uma situação que ocorre no Brasil, onde, se eu não estou enganado, 1% da classe dominante detém uma porcentagem mais ou menos semelhante do território nacional. Então, a desigualdade de território, assim como a desigualdade de renda, é grande hoje e a desigualdade da diversidade na internet parece ser muito grande. Como você encara e comenta esta questão? Alors, je suis vraiment désolé de vous dire que votre perspective me semble tout à fait erronée. Parce que... Não é a minha perspectiva, é um dado da Xerox. Si. Oui, mais justement, c'est votre manière d'interpréter les données. Parce que si sur 1% des sites, il y a 50% des connexions, hein, d'abord, il faut savoir que les sites qui reçoivent le plus de connexions sont les moteurs de recherche. D'accord. Par exemple, Yahoo, AltaVista, etc. Donc, ces sites-là sont des sites qui renvoient à d'autres sites. D'accord. C'est comme si ce sont des carrefours, ce sont des échangeurs. Hein. Donc, en fait, c'est comme si vous disiez... dans la consultation de l'encyclopédie, tout le monde va voir l'index et donc personne ne consulte la totalité de l'encyclopédie. Vous voyez, les moteurs de recherche, c'est l'index de l'encyclopédie. D'accord. Donc, il faut faire très attention. D'autre part, si vous regardez les sites qui ont beaucoup de succès, à part les moteurs de recherche, hein, et on sait très bien de quel site il s'agit. Il s'agit par exemple de Amazon. Et sur Amazon, bien entendu, c'est un site. Mais au niveau du contenu, vous avez quasiment tous les volumes disponibles en anglais. D'accord. Donc, il y a une extraordinairement grande diversité au niveau du contenu. Ou un autre site, c'est eBay, par exemple, où là, c'est un énorme marché aux puces, dans lequel vous pouvez trouver absolument tous les types d'objets possibles et imaginables, et où il y a un très grand nombre de gens qui viennent pour vendre tout ce qu'ils ont et pour acheter tout ce qui est disponible. D'accord. Donc, ce n'est pas en comptant le nombre de connexions par site qu'on a une idée de la diversité du contenu, parce que c'est la diversité du contenu qui est importante, n'est-ce pas? Alors, moi, ma manière de regarder les choses, c'est beaucoup plus par rapport à une évolution historique de long terme, et non pas avec des données qui sont des photographies. Si on regarde l'évolution historique de long terme, le World Wide Web est apparu en 1993, c'est-à-dire il y a 7 ans. Hein. Et là, à l'époque, il n'y avait quasiment que des textes en anglais, et qui ne concernaient que des sujets scientifiques, un petit peu sur la science-fiction, et parmi les sujets scientifiques, l'essentiel, c'était la physique et l'informatique. D'accord ? Or, si on regarde la situation aujourd'hui, on voit qu'il y a maintenant des centaines de langues, et non plus seulement de l'anglais, qu'il y a des documents disponibles absolument dans toutes les disciplines scientifiques, et pas seulement d'ailleurs dans les domaines scientifiques, mais dans les domaines littéraires, etc., plus tout ce qui est commercial, plus tout ce qui est gouvernemental, plus toutes les institutions qui mettent à la disposition des gens leurs informations, plus tout ce qui est artistique, etc., etc. Sans parler, je ne veux pas passer la chose sous silence, bien entendu, sans parler de la pornographie et de tout le reste. Donc, il y a une véritable explosion de la diversité. Si vous vous promenez sur Internet, vous la sentez, cette diversité. Vous pouvez plonger dedans. Hein. Et en général, quand il y a
une augmentation des interconnexions, une augmentation de la communication, il y a toujours en même temps une augmentation de la diversité. Ça, c'est un point absolument capital, et vous me permettrez de le développer un petit peu, parce que si on essaye de réfléchir à la civilisation du futur, je crois que cette question de l'uniformité culturelle est absolument centrale, hein. Vous savez, si je me reporte à l'époque du Moyen-Âge, où la majorité des gens, 90% des gens, c'était des paysans qui vivaient dans des villages. Bon, ces gens-là pouvaient seulement rencontrer les gens de leur village et des villages autour. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, et il n'y avait pas de supermarché. Il y avait de temps en temps un marchand ambulant qui amenait des nouvelles, hein. Et tout ce que les gens pouvaient connaître, c'était ce que le curé disait à l'église le dimanche. Et c'est tout. D'accord ? Si ensuite le paysan, disons au XVIIIe siècle, va à la ville, à ce moment-là, il peut rencontrer plus de monde, il peut peut-être apprendre à lire, à écrire, il peut lire la presse, il est plus au courant de ce qui se passe, et même sur le plan commercial, il a accès à une plus grande variété. Si vous regardez les grandes métropoles du monde contemporain, São Paulo par exemple, alors là, une variété encore plus grande. Je peux manger toutes les sortes de gastronomie, indienne, chinoise, japonaise, française, etc. Je peux aller dans des bibliothèques où j'ai accès à toute la connaissance possible et imaginable. Je peux regarder 250 chaînes de télévision, etc. Bon. Et vous remarquerez que l'humanité a tendance à aller vers la diversité. Pourquoi ? Parce que la diversité, c'est l'augmentation du choix. C'est l'ouverture de l'esprit. Nous aimons ça, nous voulons une augmentation de la diversité. Dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine commercial que dans le domaine de la connaissance, que dans le domaine politique. La démocratie est impensable sans le choix, sans le pluralisme. Si un parti unique, par exemple, c'est pas vraiment de la démocratie. Ou si l'économie est entièrement planifiée et qu'on n'a pas le choix, c'est pas vraiment une libre économie de marché, etc. Donc, nous allons vers la diversité, parce que c'est ça que nous voulons. Et ça me paraîtrait très étonnant que Internet ne nous amène pas encore plus de diversité. Et c'est ce que nous constatons, parce que Internet, c'est en quelque sorte la ville mondiale, dans laquelle, non seulement une grande métropole comme São Paulo ou New York ou Paris, mais ça, c'est en quelque sorte la métropole virtuelle qui réunit toutes les autres métropoles, avec l'accès à encore plus de diversité. Diversité de gens que l'on peut rencontrer, diversité de textes, par exemple, parce que là, les gens qui écrivent ne passent plus par la censure des éditeurs ou des producteurs de télévision ou des responsables des journaux ou des revues. Tous les gens qui ont quelque chose à dire peuvent mettre leur texte sur Internet. Tous les gens qui ont une musique qu'ils jugent intéressante peuvent la mettre à disposition sur Internet, ne sont plus obligés de passer par les maisons de disques. Tous les gens qui ont pris une vidéo, qui pensent que ça peut intéresser le public, peuvent le mettre sur Internet. Il y a aujourd'hui tout un système de presse entièrement libre qui est en train de se mettre au point, un système de circulation de la musique extraordinairement libre et varié qui est en train de se mettre au point. Donc aujourd'hui, l'Internet, c'est encore plus de diversité. Et je crois que cette idée que l'interconnexion et la communication universelle amènent l'uniformité, non seulement est contraire à l'expérience historique, mais elle est surtout contraire à l'expérience personnelle, à l'expérience de vie que nous pouvons avoir. Dans notre propre vie, aujourd'hui, nous avons accès vraiment à plus de diversité que nos ancêtres il y a 200 ans. Et c'est le sens général de l'évolution humaine. Antes de passar a palavra para os meus colegas, mais uma vez eu abuso aqui, queria que você mencionou no bloco anterior a questão das árvores do conhecimento, que é um tema que tem lhe preocupado e ocupado o seu tempo. Eu creio que muita gente não consegue vislumbrar o que seja isso. Eu queria que você desse uma explicação relativamente curta do que é isso. Oui. Alors, bon, c'est un logiciel qui permet aux membres d'une collectivité, qui peut être une école, une entreprise, les gens d'un quartier, une association, un groupe communautaire, qui permet à tous ces gens-là, au fond, de déclarer
l'ensemble de leurs compétences, tout ce qu'ils savent et la manière dont ils l'ont appris, l'ordre dans lequel ils l'ont appris. Et le logiciel prend toutes ces connaissances et les dispose sous la forme d'un arbre. Et l'arbre donne à voir l'ensemble des connaissances qu'il y a dans la collectivité, n'est-ce pas? Et donc une collectivité apparaît comme un espace de connaissances. Et à l'intérieur de cet espace, les gens peuvent se repérer, ils peuvent dire où est-ce que je suis dans cet arbre de connaissances, où sont les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre, qu'est-ce que je peux leur apprendre, comment pouvons-nous nous associer pour un projet, quelles sont les ressources d'apprentissage disponibles. En fait, c'est une espèce de monde virtuel qui s'organise autour du problème de la connaissance et du partage de la connaissance. E essa árvore vira uma floresta? Comment? Essa árvore, junto com outras árvores, forma uma floresta? C'est ça. Et disons qu'on peut considérer, mais on peut aussi le considérer comme une métaphore, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la société? C'est une grande forêt dans laquelle poussent des arbres de connaissances. Et tous ces arbres, ce sont les collectivités. Par exemple, tous les gens de la télévision, ils ont des tas de connaissances, ils travaillent ensemble et ils les font fonctionner ensemble. Et ça fait un arbre, quelque chose de vivant. C'est-à-dire, au lieu de considérer une collectivité sous l'angle des individus physiques les uns après les autres, je prends une photo des gens, voilà, il y a 25 personnes, bon. Au lieu de les considérer sous le rapport du pouvoir, par exemple, je vais représenter un organigramme, ça c'est le chef, ça c'est le sous-chef, ça c'est le sous-fifre, eh bien, je peux le considérer d'une autre manière et dire, tous ces gens, quelles sont leurs connaissances? Quelle est leur puissance de savoir? Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon d'envisager les groupes humains, n'est-ce pas? Et on pourrait dire que nous formons tous ensemble une sorte d'écologie invisible dans lequel les espèces de plantes et d'animaux sont les groupes, dans lequel la Terre est faite par les signes que nous utilisons, notre langage, les images, les musiques, les sons, etc., dans lequel l'eau est constituée par l'argent qui circule entre nous. Et quand on envoie de l'argent quelque part, ça fait pousser des nouveaux arbres, des nouvelles plantes. Il y a une sorte de système d'irrigation. Ou même, quand il y a des groupes humains qui ont beaucoup de connaissances, ils ont des grosses racines, ils peuvent attirer de l'argent. Vous voyez, c'est une espèce d'équivalence entre les connaissances et l'argent. Dans l'économie du futur, il y aura de plus en plus cette équivalence entre les idées, les savoirs et la richesse. Et puis, il y a l'air, il y a le climat de cette écologie mentale, et ça, c'est le climat de coopération, la bonne entente entre les gens. Si nous savons nous entendre, alors nous allons prospérer. Si nous sommes jaloux, si nous nous détestons, si nous nous mettons des bâtons dans les roues, pouf, les feuilles vont tomber, les branches vont se casser, etc. Bon. Et puis, il y a le feu, qui serait le quatrième élément, n'est-ce pas? Et ce serait le soleil de la conscience, de l'intelligence, du savoir, qui éclaire tous ces groupes humains. Alors, certains de ces groupes sont tournés vers l'intelligence, sont tournés vers la conscience, ils sont capables de recueillir son énergie, à ce moment-là, ça se passe bien. Et puis d'autres, malheureusement, ne sont pas tournés vers l'intelligence, sont plus intéressés par la domination, par le pouvoir, sont plus égoïstes. Et à ce moment-là, ça se passe plutôt mal. Je crois que ça, c'est une nouvelle façon, j'essaie de proposer une nouvelle façon de considérer le fonctionnement de la société, non plus par rapport aux relations de pouvoir, mais par rapport aux relations de connaissance, d'échange et d'apprentissage. Carmen? E aproveitando o gancho aí do conhecimento e do aprendizado, a gente tem visto alguns projetos, aqui mesmo no Brasil está sendo criada a Universidade Virtual Brasileira, uma rede de universidades que estão se formando para estar oferecendo ensino à distância, usando basicamente a internet como plataforma principal. Então a internet tem sido vista como assim uma nova esperança para esse ensino à distância, justamente por causa da interatividade. Agora, para não cair naquele comum, né, da interatividade, como que realmente assim poderia se estar pensando em ser realmente interativo ou utilizar esse recurso da internet por uma coisa que realmente seja democratizante, seja
para aprendizagem mesmo, seja colaborativa e não só está usando como é interativo, é legal, ou virtual, está muito na moda. Não está aproveitando só esse modismo da tecnologia, mas está aproveitando a ferramenta e a tecnologia para uma coisa realmente de aprendizagem, uma coisa realmente interessante. Oui. Bon, disons, la véritable interactivité, ce n'est pas du tout un concept technique. C'est, au fond, la conversation la plus ouverte et la plus libre possible entre des êtres humains, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent l'ouverture de cette conversation, hein, qui permettent que cette conversation passe à travers les frontières des pays, passe à travers les frontières des disciplines, passe à travers les frontières des institutions. Et que les gens qui ont des choses à se dire puissent entrer en contact et puissent communiquer entre eux, puissent s'apprendre des choses. Je ne crois pas qu'il faille, disons, perdre trop de temps à envisager des concepts techniques. Parce que vous savez, la technique évolue très 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 rapidement. Et si on met au point un concept d'université virtuelle basé sur une certaine technique qui est très avancée à un moment donné, dans 3 ans ou dans 5 ans, la technique aura dépassé tout ça depuis longtemps. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la liberté. Je crois que il faut, au fond, quels sont les gens qui apprennent le plus, qui apprennent le plus rapidement? Ce sont les très très jeunes enfants. Ils arrivent sur Terre, ils ne savent rien. Ils ont un certain nombre, ils ont un instinct qui est l'instinct de la curiosité, qui est l'instinct de l'exploration. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre les gens dans cette situation de curiosité, dans cette possibilité d'exploration. Mais non pas individuellement, non pas tout seul, mais ensemble, en groupe. Qu'ils essayent de se connaître les uns les autres, qu'ils essayent de connaître le monde autour d'eux, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, une fois qu'on a compris ce principe de base, tous les moyens sont bons, tous les moyens techniques sont bons. n'est-ce pas, les moyens audiovisuels, interactifs, les mondes virtuels, les groupes de discussion, tout ce qu'on veut. Hein. Donc je crois de ne pas enfermer les processus d'apprentissage dans des catégories figées, dans des cursus fabriqués à l'avance, mais laisser l'apprentissage se développer comme un processus naturel et organique. Et permettre aux gens aussi d'exprimer tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont appris. Et ça, on peut le faire aujourd'hui, justement. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui, permettre aux gens de faire des sites web, c'est beaucoup plus important que de leur faire passer des examens, par exemple. Leur apprendre à s'insérer dans un processus d'échange de connaissances, en étant eux-mêmes originaux, en aidant les autres à s'orienter, en proposant des liens intéressants vers d'autres sites, par exemple, c'est plus important que de vérifier s'ils ont bien appris ce qu'un programme qu'un professeur a mis au point, n'est-ce pas? Donc les choses doivent se développer le plus librement possible. Le travail aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le travail, c'est d'apprendre tout le temps. Le travail, c'est de transmettre, c'est d'échanger des idées de manière coopérative et ouverte avec les autres. Le travail, c'est de produire des connaissances. Le travail, c'est de faire la formation des clients, de faire la formation des nouveaux, de faire... Vous voyez? Donc le travail, de plus en plus, c'est de la relation humaine, authentique, et c'est de la transaction de connaissances. C'est pour ça que l'apprentissage, en particulier au niveau universitaire, doit ressembler au travail, c'est-à-dire de la transaction de connaissances et de la relation humaine. Pierre, antes de mais nada, eu queria dizer que eu compartilho pouco, uma parte, digamos assim, do seu otimismo quando você fala de internet. Quando o professor Teixeira Coelho estava dando aquele dado da Xerox, 1% de sites tem 50% da audiência, eu fiquei me lembrando
que no Brasil e em muitos países do mundo, a gente teve, durante muito tempo da nossa história, um canal de televisão tendo muito mais do que 50% de audiência, o que era uma coisa muito mais deformadora, digamos, dos nossos cérebros, né? E hoje a gente vê a internet como uma coisa, pelo menos nesse aspecto, muito mais favorecendo essa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que me angustia muito, eu acho que angustia muito quem usa a internet, que é justamente uma de suas virtudes, que é essa explosão de oferta de coisas para se fazer, né? Você mesmo estava falando aí do aumento das escolhas, né? Então, um dos seus livros descreve aí um cenário bastante curioso, que eu gostaria que você tocasse aqui agora, que você descreve como um dilúvio, né? Que a gente está vivendo uma espécie de dilúvio de informações, e faz até uma comparação com o dilúvio de Noé, né? Que resolveu o dilúvio com uma arca, né? Como que nós hoje poderemos resolver esse dilúvio? Você tem alguma dica assim fácil de usar para a gente enfrentar esse volume de informação e ruído? Ouais. Oui, vous savez, c'est très angoissant la liberté, donc je comprends que vous soyez angoissé. Mais il faut absolument apprendre à vivre avec. Bon, dans le livre qui s'appelle Cyberculture, je dis devant le déluge d'informations qui nous submerge, on peut être tenté de dire, bon, bah, on va essayer de sauver l'essentiel, comme Noé a mis tous les animaux, un exemplaire de tous les animaux dans l'arche, et au fond, dans l'arche de Noé, il y avait une espèce de résumé de l'ensemble des animaux qui allaient disparaître. Et j'emploie cette image dans le livre pour dire qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire un résumé de la totalité. Parce qu'on ne peut plus embrasser la totalité. Parce que c'est devenu quelque chose d'infini. Et même si à un moment donné, on pouvait l'encercler, disons, le moment d'après, ça serait déjà quelque chose de différent. Donc, tout ce travail aurait été vain. Alors, ce que je dis, c'est que chaque individu, chaque groupe doit, pour son propre compte, faire nécessairement un filtrage, une organisation, une sélection, une hiérarchisation. Je ne dis pas du tout, c'est fini, il n'y a plus besoin de faire de hiérarchie, de sélection, de filtrage, pas du tout. C'est absolument nécessaire, parce que sans quoi, il nous est impossible de faire du sens avec toutes ces informations, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le sens? C'est des informations mises en ordre d'une certaine manière et qui dessinent une figure, qui racontent une histoire, n'est-ce pas? Bon, avec la totalité des informations brutes, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune figure, il n'y a pas de sens. Mais nous devons prendre conscience de notre responsabilité dans la fabrication du sens. Ça n'est plus aux médias, ça n'est plus à la télévision, ça n'est plus aux journaux, ça n'est plus à l'université, ça n'est plus aux partis, ça n'est plus à l'État, ça n'est plus au bon Dieu, n'est-ce pas, de nous dire quelle est la signification des choses. C'est à nous de prendre la responsabilité de faire un choix et de dire c'est ça qui nous intéresse. Voilà la direction dans laquelle nous voulons aller. Et de ne pas exiger que tous les autres aillent dans la même direction que nous. C'est notre choix. Nous sommes libres. Les autres aussi sont libres, n'est-ce pas? Et ça, c'est très difficile parce que, cette fois-ci, ça dépend de nous de dire le sens. Eh bien oui, ça dépend de nous, c'est comme ça. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose qui date de l'Internet, ça. En cet instant même, je peux avoir une infinité de pensées différentes. Pourquoi j'ai cette pensée-là plutôt qu'une autre? Je peux me concentrer sur votre œil et me dire, mais c'est extraordinaire, l'œil, la manière dont ça marche, la rétine, les capteurs photosensibles qu'il y a sur la rétine, comment ça marche dans son système nerveux, etc. etc. Et je peux penser à la vision, n'est-ce pas? Mais je peux regarder les cheveux de madame et me dire comme ils sont beaux, comme ils reflètent bien la lumière et tout et tout. Ou bien je peux me dire, nous sommes à la télévision, la technique, la communication. Tout ce qu'il y a autour de moi est en quelque sorte est un petit point. Et si je suis ce point, il y a une espèce d'hypertexte derrière qui se ramifie à l'infini. Et ça, c'est à chaque seconde, je suis dans cette situation. À chaque seconde, je peux décider que mon attention va aller d'un côté ou va aller d'un autre côté, n'est-ce pas? Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, Internet, c'est la découverte de cette liberté.
c'est la découverte, parce que la liberté, c'est l'infini, n'est-ce pas? C'est la découverte de la liberté au niveau social. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de très très important et que ce n'est pas seulement un nouveau moyen de vendre des choses en ligne. C'est beaucoup plus que ça. Mas essa tarefa de manter o foco ficou bem mais complicada, você concorda? Os pensamentos ficam muito mais famintos quando você pode ficar clicando de um lugar para outro, né? A possibilidade de se perder, ela fica maior, não fica? Bien sûr. Et c'est-à-dire que, au fond, tout ce qui se prétend être une autorité contraignante, on va dire, moi je suis l'autorité parce que sinon vous allez vous perdre, d'accord? Mais la personne ou l'institution qui dit moi je suis l'autorité, qui me dit qu'elle n'est pas perdue? Qui a le privilège de savoir dans quelle direction il faut aller? Est-ce qu'un homme politique est plus intelligent que la majorité des gens? Pas du tout. Ils sont exactement comme nous, n'est-ce pas? Bon. Et un savant, un scientifique, eh ben oui, il est beaucoup plus compétent que moi, c'est sûr, en mathématiques. Mais en sociologie, non. Et le sociologue, il est plus compétent pour découper les gens en catégories sociales, mais peut-être pas dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Donc, qui va me dire quel est le bon sens? Personne, personne individuellement. Ou alors, tous ensemble, nous devons prendre conscience que c'est tous ensemble que nous possédons la connaissance absolue. La connaissance absolue n'est portée par aucune institution particulière, aucune discipline, aucun groupe, et encore moins par aucune personne, bien entendu. Donc c'est à l'intérieur de cela que nous devons, au fond, vous voyez, je dis, la connaissance absolue existe, c'est ce que nous produisons ensemble en tant qu'humanité. Donc c'est très orgueilleux, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est très humble, parce que ça veut dire qu'une personne ne pourra jamais avoir la connaissance absolue. Et nous sommes obligés d'exercer notre liberté en sachant qu'en tant que personne, nous n'avons pas la connaissance absolue. C'est la condition humaine, tout simplement. Mais de prétendre qu'une institution peut l'avoir à notre place parce que nous avons peur d'exercer notre responsabilité, ça, c'est l'erreur. Max. Pierre, nós que somos comunicadores estamos pensando muito hoje no Brasil a questão da convergência digital. E exatamente essa é uma consideração que tem muito a ver com essa nova perspectiva da liberdade que você está colocando. Certamente os próprios meios de comunicação também vão começar a trabalhar a sua própria liberdade de se comunicar de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouco de como é que você imagina que esses meios de comunicação vão se relacionar com os usuários e com as comunidades virtuais de agora para frente. Oui. Donc, je crois que vous avez tout à fait raison de parler de convergence. Aujourd'hui, les entreprises de presse traditionnelle, imprimée, si vous voulez, les plus avancées sur l'Internet, on voit qu'elles commencent à utiliser beaucoup les photos, même les vidéos, même les enregistrements sonores. Et à ce moment-là, on voit qu'il n'y a plus tellement de différence avec la manière dont les entreprises de télévision se présentent sur Internet, puisque une télévision sur Internet, vous savez, si vous allez sur le site de CNN, par exemple, qui est un des sites les plus connus, bon, il y a du texte. Donc, la télévision commence à ressembler à la presse, et la presse commence à ressembler à la télévision. Donc, elle est vraiment très perceptible, cette convergence. D'autre part, une chose aussi très très étonnante que peut-être les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que toutes les radios aujourd'hui sont accessibles en temps réel directement sur Internet. Et ça aussi, c'est un phénomène vraiment très très étonnant, que de n'importe quel endroit du monde, vous pouvez écouter les radios de tous les pays du monde. Donc là, vous voyez l'augmentation de la diversité. Bon, c'est quelque chose que moi-même j'expérimente. Quand je suis au Canada, j'écoute Radio Tunis pour avoir le plaisir d'écouter de la musique arabe qui me rappelle mon enfance. Bon. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, n'est-ce pas? Ou j'écoute France Culture quand j'en ai assez d'écouter Radio-Canada, tandis qu'avant, sans Internet, je ne pouvais pas écouter France Culture. Donc, c'est cette idée que de n'importe quel point particulier, on a accès à l'ensemble de la diversité. Bon. Alors ça crée aussi des situations de concurrence tout à fait nouvelles, n'est-ce pas?
Et ça oblige les gens à donner, les entreprises de communication, à donner le meilleur d'elles-mêmes et à être créatives, hein, à aller plus loin, à essayer d'exploiter ce nouveau médium dans des directions qu'on n'avait pas imaginées auparavant. Alors, personnellement, je crois que la direction la plus prometteuse, c'est celle de la communauté virtuelle, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que une entreprise de communication qui ne se contente pas de distribuer des messages, des informations, mais qui fait participer les gens qui sont attirés vers ce qu'elle offre à un processus d'intelligence collective réel et fructueux, seront nécessairement mieux placées que celles qui se contentent de reproduire le vieux schéma d'émission de l'information vers un grand nombre. Parce que les gens ont soif non seulement d'information, mais de conversation, mais de communication réelle, d'échange, n'est-ce pas? Et ils ont aussi un besoin d'appartenance à une communauté, comme nous tous. Et ils sont de moins en moins satisfaits par les communautés classiques qui ne les reconnaissent pas en tant qu'individus complets. Quand l'entreprise, par exemple, les considère comme des employés et ne sait pas utiliser toutes leurs ressources et toutes leurs qualités humaines, n'est-ce pas? Ou, disons, la nation habituelle qui les considère comme des citoyens qui votent tous les 5 ans, alors qu'ils ont tout le temps quelque chose à dire. Donc, s'ils peuvent appartenir à une communauté dans laquelle toute la richesse de leur être personnel peut s'exprimer, ils le feront. Et je crois que c'est dans cette direction que les médias ont le plus d'avenir. Pierre, uma das coisas que me preocupa e que acho que preocupa a maioria das pessoas hoje é a questão das relações humanas. O Marcum, quando abriu o Roda Viva aqui, falou que o filho dele fica 14 horas na frente do computador brincando ou conversando através da internet. Hoje é possível você acessar o seu banco via internet. Hoje é possível fazer supermercado via internet. É possível fazer, como você disse, viagens virtuais até a China ou ouvir uma rádio de Moscou através da internet. Como é que fica a relação humana nisso? Qual é o homem que vai surgir a partir do computador? Um homem solitário que é capaz de se satisfazer sexualmente, por exemplo, através do sexo virtual? C'est virtuel. Bon, alors, bon, la question du sexe, on pourra peut-être la traiter tout à l'heure. Bon, je voudrais dire que pour moi, ce qui caractérise la société contemporaine, c'est l'augmentation générale des contacts et des relations. Contacts et relations de toute nature, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, plus de communication médiatisée par des outils de communication ou par des télécommunications, mais aussi plus de contacts physiques, plus de contacts directs. Là encore, je crois qu'il serait bon de ne pas avoir le nez collé sur la situation contemporaine et de se laisser emporter par nos fantasmes et de prendre un peu de recul historique. L'imprimerie et la caravelle, qui a permis la découverte du Brésil, sont apparus à peu près à la même époque. Le chemin de fer et le télégraphe se sont développés ensemble. La voiture et le téléphone ont connu une croissance parallèle. Chaque fois que vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une augmentation des télécommunications, il y a en même temps une augmentation des réseaux, une densification des réseaux de transport physique. Et aujourd'hui, jamais les voyages n'ont été aussi faciles. Jamais autant de gens n'ont pris la voiture, le train, l'avion, le bateau, etc. Jamais les gens ne se sont déplacés autant sur la planète. Donc il y a à la fois une circulation des corps humains et un beaucoup plus grand contact entre les corps humains. Et d'ailleurs, le fait que la majorité des gens aujourd'hui vivent dans des villes est aussi un signe de cette interconnexion concrète des gens.
Mas, de qualquer maneira, eles viajam com o computador na mão, né, o computador pessoal, o celular. Oui, le cellulaire. E as relações sociais se estabelecem dessa maneira. Non, mais écoutez, bon. D'accord. Mais justement, la mode du cellulaire, qui à mon avis va continuer à se développer encore plus, montre qu'on télécommunique et on se déplace. Et qu'on fait les deux en même temps. Donc, je ne crois pas que les gens vont rester immobiles, tout seuls, sans se rencontrer les uns les autres. Je crois que si vous regardez bien autour de vous, vous verrez que bien sûr, il y a des adolescents qui sont tentés par les communications purement virtuelles. Vous savez, quand j'étais jeune, je vais vous dire quelque chose. Mon père n'arrêtait pas de me dire « Arrête de passer ton temps à lire, ça suffit, va dehors, va jouer avec tes petits copains. » Bon. Donc, il aurait pu dire « Ah, il est juste en relation avec une feuille de papier et de l'encre. » Bon, mais moi, je n'étais pas en relation avec une feuille de papier et de l'encre. J'étais en relation avec Émile Zola, avec Victor Hugo, avec Cosette, avec Jean Valjean, avec tout un monde imaginaire, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui sont qui naviguent sur Internet ne sont pas devant leur ordinateur. Ils jouent avec d'autres personnes. Ils naviguent dans la pensée, ils naviguent dans le monde des idées. Il ne faut pas regarder la matérialité des choses, il faut comprendre de l'intérieur ce qui est en train de se passer. Donc les espaces intérieurs dans lesquels les gens naviguent sont aujourd'hui de plus en plus vastes. Pour moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Et d'autre part, comme je le disais, je ne crois pas qu'il y ait une diminution des contacts concrets, physiques entre les gens. Au contraire, les gens s'échangent. Regardez par exemple la mode des colloques. D'accord ? Il n'y a jamais eu autant de colloques qu'aujourd'hui, autant de symposiums, autant de tables rondes, autant de journées de discussion, de rencontres, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a un siècle ou deux. Hein. Les gens ont un grand appétit de se rencontrer. Et ils se rencontrent, mais de toutes les manières possibles, virtuelles et réelles. Pierre, esse seu livro, O Fogo Liberador, que me foi enviado junto com as outras obras suas, me causou um enorme espanto. Porque até que eu pousasse os olhos nele, eu tinha imaginado você como um filósofo interessado nos computadores, na abertura que a revolução digital pode provocar no processo de conhecimento, etc., mas jamais como uma espécie de guru budista do começo do século XXI. E, falando seriamente, quer dizer, eu creio que me espanta muito a conexão que possa existir entre essa abordagem que você faz dos problemas espirituais, das dúvidas mais íntimas da pessoa, né, e que tem muito a ver com essa reflexão oriental, com essa nova tecnologia. Então, eu queria saber aonde está o ponto de contato, se é que existe, entre um pedaço e outro do Pierre Lévy. Ouais. Oui. Bon, je crois que la philosophie, moi fondamentalement, d'abord je voudrais préciser, je ne suis pas du tout un gourou, n'est-ce pas? Bon, je suis un philosophe. Et je crois que depuis toujours, la philosophie s'est intéressée aux problèmes sociaux, politiques, aux problèmes de la connaissance, aux problèmes de l'évolution historique, au sens de l'histoire, etc. Mais la philosophie s'est intéressée aussi à la sagesse, au bonheur. Et pour moi, si vous voulez, c'est la continuation de mon travail de philosophe. Alors, au fond, dans le travail sur la révolution épistémologique, sociale et culturelle amenée par les nouvelles technologies, il s'agit pour moi d'analyser une sorte d'ouverture de l'esprit, d'expansion de la connaissance et de la conscience dans une sphère extérieure, dans une sphère concrète, dans une sphère sociale, n'est-ce pas ? Et avec ce livre, Le Feu libérateur, là, ce n'est plus l'exploration de la liberté externe, mais l'exploration de la liberté intérieure. Sim, mas você, por exemplo,
entre outras coisas, recomenda, né, e por isso que eu usei a palavra guru, que cada um, que eu respire como se isso fosse a única coisa a ser feita a cada momento. Quer dizer, há uma avaliação... Deve ser, isso. Né? Mas apenas, quer dizer, que eu me concentre nisso e que a partir dessa experiência se começa a descobrir um novo caminho para as coisas. Mais ou menos como se dissesse que todas as respostas para todas as perguntas estão dentro da pessoa. Quer dizer, nesse sentido é que me espanta como isso se conjuga com esse raciocínio social, tecnológico, né? Porque me parece algo diferente, de uma esfera diferente de preocupação. Bon, alors, je recommande de prêter attention à la respiration, parce que, d'ailleurs je ne suis pas le premier bien entendu, parce que je crois que nous oublions cette chose extraordinaire, à savoir que nous sommes vivants. Et qu'au fond, tout ce que nous pouvons reprocher à l'existence, tout ce qui nous rend malheureux, finalement, est peu de choses par rapport à ce fait massif, brut, et que nous oublions trop souvent, et que je répète encore une fois, nous sommes vivants. Quelle chance nous avons d'être vivants. Nous voyons, nous entendons, nous pensons, nous sommes en relation avec d'autres êtres humains. Alors bien sûr, on peut aimer ceci et ne pas aimer cela. On peut faire des distinctions, etc. Mais la chose la plus importante, elle est avant toutes les distinctions. Et c'est le fait d'exister. C'est toute cette richesse qui nous est donnée à chaque seconde. Et la vie sociale, elle est à l'intérieur de notre existence. Toutes les relations que nous avons avec les autres, elles ne sont pas à l'extérieur de notre vie, elles sont dans notre vie. Quand je lis un livre, c'est dans ma vie que je lis ce livre. Je ne lis pas un livre à l'extérieur de ma vie, ça n'a pas de sens. Quand je manipule un ordinateur, que je navigue sur Internet, c'est dans mon expérience que ça se passe. C'est du point de vue d'un être humain vivant, n'est-ce pas? Donc, au fond, nous devons prendre conscience que notre conscience, notre expérience consciente, elle réunit tous les aspects de l'existence. Et il n'y a pas d'opposition entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité englobe tout, n'est-ce pas? Et c'est vrai que tout est à l'intérieur de la personne. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? As sombras de Platão. N'est-ce pas? Il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a rien. Si, comment dire, ne serait-ce que la couleur des choses, n'est-ce pas? Elle est fabriquée par notre système nerveux, c'est quelque chose qui est produit par notre esprit. Dans le monde extérieur, il y a des variations du champ électromagnétique. Et encore, ça, c'est une production de notre science, de la science fabriquée par les êtres humains. À l'extérieur de notre connaissance, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut connaître que ce que l'on connaît, n'est-ce pas? Or, ce que nous connaissons, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas... Voilà le message qu'il y a dans le feu libérateur. C'est que, qui c'est nous? C'est quoi notre identité? Est-ce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'épiderme? Pas du tout. Nous, c'est tout ce qu'il y a dans notre expérience. Et ce qu'il y a dans notre expérience, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'épiderme, c'est aussi ce qu'il y a à l'extérieur de l'épiderme, n'est-ce pas? Vous faites partie de mon expérience. Le ciel fait partie de mon expérience. Le ciel n'existe pas en dehors de mon expérience. Il n'y a pas d'étoiles pour un ver de terre, n'est-ce pas? Les étoiles n'existent que pour un être humain. Le monde de la signification, le monde du langage, tout ce qui donne sens à l'univers n'existe que dans la culture humaine, n'existe que dans la conscience humaine, n'est-ce pas? Il y a une espèce de coïncidence entre le microcosme et le macrocosme. Mais c'est ce que là, il n'y a aucune originalité, si vous voulez. C'est ce que les sagesses orientales disent depuis très longtemps. Mais vous savez, pas seulement les sagesses orientales. Si vous étudiez, par exemple, Platon, ou si vous étudiez les stoïciens, ils disaient exactement la même chose. Donc c'est la sagesse en général, ce n'est pas la sagesse orientale. Il n'y a qu'une seule sagesse. Ou alors on pourrait dire, l'Orient, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance tournée vers l'intérieur. Et l'Occident, c'est la connaissance et la liberté tournée vers l'extérieur, n'est-ce pas? Le grand apport de l'Occident à l'histoire de l'humanité, c'est la science, la technique, la démocratie
le libre marché, etc. Et le grand apport de l'Orient, c'est la sagesse, c'est la méditation, c'est la découverte de la profondeur infinie de la conscience. Mais en réalité, il n'y a pas de coupure entre l'Orient et l'Occident. C'est la même chose. Il n'y a qu'une seule humanité, si vous voulez. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de réaliser que les Orientaux sont comme nous, n'est-ce pas, qu'ils ont des tas de choses à nous apporter, et eux sont en train de réaliser qu'ils aimeraient bien voir la démocratie, ils veulent la technique, ils veulent le libre marché, ils veulent tout ça. Et au fond, l'Orient et l'Occident sont en train de se mélanger, l'intérieur et l'extérieur sont en train de se mélanger, l'humanité est en train de s'unifier. Et pour moi, il y a un seul processus d'unification, n'est-ce pas, le processus d'unification de l'espèce humaine qui se fait par la mondialisation, qui se fait par Internet, et aussi le processus d'unification de notre propre humanité intérieure, n'est-ce pas? Teixeira. Pierre, vamos voltar pouco à questão mais dura da cibercultura e da rede, mas pegando gancho em duas coisas que você acabou de mencionar na resposta ao Marcum, que é a questão da unificação da humanidade, e uma outra questão que apareceu no nosso discurso aqui pela primeira vez na sua fala, que é a questão do mercado. E que eu acho que é uma questão que estava embutida na primeira pergunta que eu lhe fiz e que nós não tocamos muito. A internet quer alguma coisa de nós queremos alguma coisa da internet e os governos também querem alguma coisa da internet. Então, vários países do mundo estão fazendo seus livros brancos sobre o que esperam da internet e como esperam regulamentar, entre aspas, tanto quanto possível, as questões da internet. O Brasil também está elaborando, o governo brasileiro está elaborando um livro branco também sobre a internet, e um dos itens, um dos subgrupos propostos para a elaboração do livro branco diz respeito à identidade cultural. O governo brasileiro, através das suas agências de pesquisa e dos seus órgãos de conhecimento, quer saber como fica a questão da identidade cultural na época de internet. E essa questão é interessante, uma vez que há 2 anos atrás nós fizemos uma pesquisa entre os estudantes da universidade aqui em São Paulo, que é a maior do Brasil, e, para a surpresa de muita gente, uma das respostas que foram obtidas era que os estudantes achavam que a identidade cultural nacional ainda era uma coisa importante a ser trabalhada, a ser elaborada. O que eu gostaria então de ouvir um comentário seu, é a respeito da exata necessidade de continuação com o projeto de construção de uma identidade cultural nacional, ou se isto é alguma coisa que está definitivamente do passado. Aqui no Brasil nós temos uma discussão polarizada claramente entre 2 grupos. De uma maneira um pouco caricaturesca eu vou fazer a definição. O grupo que acha que trabalhar em cima dessa questão é uma coisa do passado, uma vez que a humanidade vai se unificar, e outro que diz que para que haja de fato uma real diversidade, é necessário que aqueles que vão ser diversificados, num primeiro momento, sejam iguais, sejam definidos entre si. Então eu gostaria de ouvir de você um comentário sobre isto e um comentário sobre uma outra coisa que aparece nos livros brancos com enorme insistência e que é a recomendação de que tudo seja feito para que o livre mercado da internet seja estabelecido. A questão que claramente se coloca, então, é qual é o papel que o mercado e as leis econômicas de mercado têm a representar na questão da internet e na questão da diversidade cultural. Oui. Oui, alors là, bon, il y a 2 questions qui sont reliées, bien entendu. Vous faisiez allusion aux 2 groupes, à ceux qui disent que l'identité culturelle nationale, c'est quelque chose du passé, et ceux qui disent non, c'est important, surtout si on veut qu'il y ait une diversité culturelle. Bon. Moi, ma position, elle est extrêmement simple. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si pour eux, l'identité culturelle nationale, c'est quelque chose d'important, qu'ils la développent. Et c'est parfaitement possible de faire ça sur l'Internet. On peut faire des communautés virtuelles sur une base d'identité culturelle nationale. On peut faire des regroupements autour de l'identité particulière brésilienne, n'est-ce pas? Ou on peut faire aussi d'ailleurs le même type de regroupement autour de l'identité propre à chacun des États du Brésil ou même à chacune des villes.
C'est-à-dire que l'identité territoriale, pour moi, n'est pas du tout quelque chose qui est amené à disparaître. Peut-être même, au contraire, quelque chose qui va devenir encore plus important, parce que ça pourrait être pris en charge plus directement, de manière plus autonome par les gens, au lieu que ça soit délégué à un gouvernement ou à des hommes politiques. Et donc, il y aura peut-être une identification plus naturelle et plus directe. Bon. Mais, pour moi, cette identité culturelle sur une base, disons, territoriale, n'est qu'une des formes de l'identité et qu'une des formes de la variété. Parce que, bien sûr, qu'une communauté virtuelle sur une base territoriale est une communauté virtuelle, mais il y en a d'autres qui vont être sur des bases d'une discipline scientifique ou d'une discipline artistique ou d'une passion ou d'un projet ou d'une association ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous vous intéressez aux questions écologiques aujourd'hui, bon, vous pouvez le faire sur une base locale, vous pouvez le faire sur une base planétaire, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'identité culturelle nationale, oui, pourquoi pas, je n'ai aucun... Surtout si les gens ont envie de la développer, mais que ça sera un des modes d'identification culturelle parmi un très grand nombre d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et les gens pourront participer à plusieurs identités culturelles à la fois. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant le marché, bon, je pense que du point de vue des consommateurs, c'est un grand pas en avant qu'il y ait un marché international beaucoup plus transparent. Dans beaucoup de domaines économiques aujourd'hui, vous trouvez des sites sur Internet qui comparent les qualités et les prix de tous les produits qui sont offerts sur Internet. Et le fait que le marché soit beaucoup plus transparent est quelque chose qui est très très favorable aux consommateurs. Donc, personnellement, je ne vois... C'est ce que les gens veulent, n'est-ce pas? Et c'est ce que beaucoup de producteurs ou de vendeurs traditionnellement protégés par des monopoles nationaux ne veulent pas voir. Parce que ces monopoles ou ces protections leur permettaient d'échapper à la concurrence et d'imposer à leurs clients des conditions qui ne leur sont pas vraiment favorables et qui sont au contraire favorables uniquement aux producteurs ou aux vendeurs. Et là, on se déplace dans une situation qui est beaucoup plus favorable aux consommateurs. Et donc qui, d'une certaine façon, diminue le pouvoir des grandes entreprises, paradoxalement. Mais il faut voir aussi qu'en même temps, il va fatalement se produire dans ce nouvel environnement encore plus de fusions et de regroupements que ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque le marché s'unifiant, la nécessité de faire des économies d'échelle va produire des méga-entreprises, si vous voulez. On peut imaginer que dans chaque grand secteur de l'économie, on va avoir 3 ou 4 méga-entreprises multinationales, des consommateurs qui vont faire l'équilibre, la balance, qui vont mener le jeu entre ces différentes méga-entreprises, et une multitude de toutes petites entreprises innovatrices qui vont permettre de rendre ce marché beaucoup plus vivant. Moi, je vois les choses comme ça, et je pense que de cette manière-là, les grandes entreprises multinationales, à partir du moment où elles seront très contrôlées par les consommateurs, vont devenir des sortes de services publics planétaires. Et si on ajoute à ça la tendance vers l'actionnariat populaire, de plus en plus de gens possédant maintenant des actions de grandes entreprises, on peut dire que la propriété des moyens de production va de plus en plus passer du côté de la majorité des gens. Donc, à l'horizon, si vous voulez, moi je vois une sorte de capitalisme qui est en train de se transformer en communisme. O amor, banido, banido da ciência clássica, como atrapalhador do conhecimento. Volta na tua obra e também na de outros cientistas complexos como categoria cognitiva fundamental.
O que tu poderias dizer sobre isso? Ah ben Nise, je te remercie beaucoup de m'avoir posé cette question. Bon, d'abord, je crois, là encore, je crois qu'il faut qu'on fasse appel à notre expérience personnelle. Bon. Quand on est, il est impossible de comprendre réellement quelqu'un, un être humain qui est en face de nous, si on ne l'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on essaye de se mettre à sa place, on essaye de le comprendre de l'intérieur, on rapproche son cœur du cœur de la personne et on le comprend. N'est-ce pas ? Il y a un rapport très profond entre la connaissance et l'amour. Entre deux personnes, c'est évident. Mais maintenant, même dans les connaissances scientifiques, par exemple, quand vous regardez la façon dont les entomologistes étudient les fourmis ou les abeilles, s'ils ne les aimaient pas, est-ce qu'ils pourraient passer des années et des années à les étudier ? Quand on veut connaître quelque chose, c'est parce qu'on l'aime. Il y a un rapport très profond entre la connaissance et l'amour. Et je dirais aussi que c'est sur un plan philosophique, c'est quelque chose qui demanderait de très longs développements, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la pensée, hein ? Deleuze disait qu'il y a une relation très forte entre la pensée et l'apprentissage. N'est-ce pas ? La pensée, ce n'est pas de l'ordre de la reconnaissance de quelque chose qu'on sait déjà. On a un concept, on voit une chose, on dit « Ah oui, cette chose, c'est ce concept ». Non, ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qu'on ne sait pas d'abord, qui est d'abord chaotique, qui est d'abord incertain, et tout d'un coup qu'on produit. Alors on va produire un concept, on va produire une représentation qui émerge en même temps que la perception qu'on a de quelque chose, n'est-ce pas ? Et pour ça, on est obligé de se transformer. On est obligé peut-être de laisser tomber des vieux concepts pour produire quelque chose de nouveau. Hein ? Donc, on est obligé de devenir autre. Qu'est-ce que c'est apprendre ? C'est laisser tomber les vieux réflexes, c'est laisser tomber les préjugés, et puis rentrer dans une connaissance différente. N'est-ce pas ? Et ça, c'est quelque chose de douloureux. Hein, c'est accepter de se transformer, accepter d'aller vers l'altérité. N'est-ce pas ? Apprendre, c'est ça. Penser, c'est ça. C'est aller vers quelque chose d'autre. C'est se transformer. N'est-ce pas ? Parce que être et penser, apprendre, devenir, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Nous sommes ce que nous savons, ce que nous expérimentons. Nous devenons ce que nous apprenons. Et ça, c'est le mouvement d'aller vers l'autre, vers l'altérité. Mais qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est le mouvement d'aller vers l'autre aussi. C'est se rapprocher de l'autre. C'est sortir de soi. N'est-ce pas ? Si on veut être en étant vraiment vivant, on est obligé de sortir de soi. Ou d'accueillir le monde en soi, ou d'accueillir l'autre en soi. Mais l'amour, c'est la même chose. C'est aller vers l'autre, ou accueillir l'autre en soi, devenir l'autre. Donc pour moi, il y a non seulement une identification entre la connaissance et l'amour, mais même une identification entre la connaissance, l'amour et l'existence la plus pleine et la plus vivante. Rogério. Ou seja, Pierre, a gente pode perceber que o teu percurso como filósofo, ele, na verdade, é muito claro isso, ele não se atém exatamente às questões da tecnologia, mas ele faz questão de mostrar que você está trabalhando no plano do conhecimento, você está desde as tecnologias da inteligência, que você está pensando a questão do conhecimento, em inteligência coletiva, na imaginação artificial. E agora, mais recentemente, nos teus últimos livros, sobre o que você aborda como sendo uma consciência planetária. É interessante quando você coloca a questão do amor e do conhecimento. Eu queria te perguntar, como é que você faz a passagem do amor e do conhecimento para isso que você chama hoje de uma economia da atenção? Me causou uma certa surpresa nesse teu último livro, você trabalhando o problema da economia da atenção ou a economia do conhecimento. Como se fosse uma progressão aí em relação às economias tradicionais, economia de subsistência, economia da informação, economia do conhecimento e economia da atenção. Queria que você falasse um pouco sobre isso e me falasse um pouco também sobre o que, para fechar o seu trabalho, você tem falado ultimamente, sobre a meta-evolução.
Você tem falado sobre a cybercultura como lugar de uma meta-evolução. Bon. Oui, d'accord. Bon, alors, il me reste combien de temps encore? 5 minutes? 4 minutes. 3 minutes? 3 minutes, 4 minutes. Bon, d'accord. Alors, l'économie de l'attention, c'est quelque chose de très très simple. Vous entrez dans une librairie, d'accord? Votre attention est attirée par un livre. Vous l'achetez, vous le lisez, et puis ensuite vous lisez l'autre livre du même auteur, etc. Bon. Et quand votre attention est dirigée vers quelque chose, il y a plus de livres qui se vendent, il y a plus de livres qui sont fabriqués par ceux qui ont attiré votre attention. Disons que ce qui attire votre attention, c'est ce qui est fabriqué par l'économie aujourd'hui. Sur le web, vous avez un immense champ possible d'attention. Quand vous dirigez votre attention quelque part, c'est enregistré, la connexion que vous faites sur un site, et plus il y a de gens qui se connectent sur ce site, et plus ce site va récolter d'argent par la publicité, et plus ils vont pouvoir développer l'information ou la connaissance qu'ils fabriquent. Donc, nous pouvons prendre conscience que c'est notre attention qui pilote, qui oriente le développement de l'économie en général et de l'économie virtuelle dans laquelle nous sommes en train d'entrer aujourd'hui. Et le marché qui va venir sur le web, à l'intérieur de cette économie virtuelle, va de plus en plus être directement piloté par notre attention collective. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention à la manière dont nous dirigeons notre attention, parce que c'est ça qui fabrique l'économie aujourd'hui. C'est ça qui dirige les flux d'argent. C'est ça qui oriente quelles connaissances vont être produites, quels produits vont être fabriqués. C'est nous qui le faisons, n'est-ce pas? C'est ça l'économie de l'attention. C'est qu'on doit perdre cette idée qui est partiellement vraie, mais partiellement fausse aussi, que c'est les grandes sociétés multinationales qui nous manipulent, etc., etc. C'est que maintenant, nous devons prendre conscience que c'est nous qui avons le pouvoir, parce que c'est nous qui avons l'attention. Alors maintenant, cette notion de la... Parce que notre attention ou notre conscience, elle est productrice, elle est existentialisante. N'est-ce pas? Quand nous dirigeons notre attention quelque part, la réalité commence à proliférer dans la direction où nous envoyons notre attention. Nous devons prendre conscience que c'est nous qui fabriquons la réalité d'une certaine façon par la direction de notre attention. Maintenant, bon, cette notion de méta-évolution, je crois que, comme tu l'as dit, ma philosophie, au fond, depuis le début et jusqu'à maintenant, c'est une philosophie de l'intelligence collective. C'est une philosophie qui tourne autour de l'apprentissage social, qui tourne autour de... alors que d'autres philosophies sont plus intéressées par le pouvoir, par exemple. Hein. Moi, je suis plus intéressé par la connaissance. Bon. Je crois d'ailleurs qu'en dirigeant mon attention vers la connaissance, je contribue à créer une réalité où c'est la connaissance qui est importante et pas le pouvoir. Tandis que si on dirige son attention vers le pouvoir, pour le critiquer ou parce qu'on en veut plus, n'est-ce pas, alors on crée une réalité où c'est le pouvoir qui est important. Bon, alors la méta-évolution, c'est au fond l'évolution des médias de communication qui permettent une expansion de la puissance de connaître de l'espèce humaine. L'espèce humaine, elle se crée par le langage. Et par le langage que les animaux n'ont pas et que nous avons créé un univers de forme, un univers culturel, un élan d'apprentissage qui n'existait pas dans le monde vivant avant nous. Et cette puissance apportée par le langage, elle se multiplie avec l'écriture. Ensuite, elle se multiplie avec l'alphabet. Ensuite, elle se multiplie avec l'imprimerie, qui est une sorte de système d'auto-reproduction du langage. Et aujourd'hui, elle atteint son sommet contemporain, mais peut-être que dans l'avenir, il y aura d'autres étapes, avec le cyberespace. Et le cyberespace est un extraordinaire accélérateur de la puissance du langage et donc de notre puissance de connaître et donc de notre puissance d'aimer. Voilà. Pierre, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui
dizer que, de alguma forma, o que gratifica de fazer esse programa é que, no plano restrito ainda da televisão, em que a interatividade praticamente não existe, em que as opções são menores do que na internet, a gente teve a oportunidade de dedicar 1h30 a questões que normalmente não são abordadas nesse veículo. Mais do que isso, ter a alegria de que teve gente em casa que assistiu o programa durante 1h30, fez essa escolha e, como você disse, é sempre importante lembrar que a força está na escolha. No caso de uma TV pública como essa, mais do que nunca, isso vale. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite e até lá. Legal. Legal.